Chers auditeurs, une fois n'est pas coutume, je vais suivre les traces des éditos de notre très cher Bastien et je vais à mon tour vous ramener quelques années en arrière pour vous raconter une petite anecdote qui me relie au film du jour. Car figurez-vous que je me souviens parfaitement de mon premier visionnage de Mommy au cinéma et qu'il me semble intéressant de vous le raconter. Imaginez-vous, nous sommes en 2014, un soir d'octobre pluvieux, au Pâté Saint-Denis, à quelques encablures du Stade de France. Pour vous remettre dans le contexte, il se trouve que ce soir-là, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en franchissant les portes du complexe aux couleurs jaune et noir. Et pour cause, le cinéma de Xavier Dolan m'était encore totalement inconnu à l'époque. Longtemps, l'évocation de ce réalisateur se limitait pour moi à une blague qui consistait à prononcer son nom comme si j'étais enrhumé, évoquant ainsi le nom d'un tout autre réalisateur que je porte cher à mon cœur. Oui, bon, l'humour, on repassera, mais j'étais jeune et en plus, je suis sûr que vous avez tous essayé de le faire pour deviner qui c'était. Bref, ce soir-là, c'est bien avec le réalisateur québécois que j'avais rendez-vous et non avec le papa de la trilogie du Dark Knight. La référence à Batman, c'est fait. Bref, venons-en à ce qui nous intéresse, car il se trouve que je me souviens très précisément de ma réaction au sortir du film. Et je vous le dis tout de suite, j'étais colère. Le film m'avait profondément énervé, tout particulièrement à cause de sa mise en scène, car Xavier Dolan aime ne pas faire comme tout le monde. Et à cette époque, les excentricités, et en particulier celle du ratio d'images choisi pour ce film, avaient tendance à me rendre un peu chafouin. Aussi, je suis sorti de là en pestant contre un film dont je disais qu'il se regardait le nombril, qu'il n'avait, à mes yeux, encore trop jeune en ce temps, que l'ambition de se démarquer des autres en faisant de la forme au détriment du fond. Bref, j'étais totalement passé à côté et autant vous dire que pendant de nombreuses années, ce film est resté classé soigneusement dans la liste des trucs qui m'avaient irrité et dont je ne voulais plus jamais entendre parler. Et pourtant, des années plus tard, alors que je me baladais sur mon appli de ciné préféré à la recherche d'une nouvelle séance, j'ai découvert par hasard que le film allait être rediffusé sur grand écran pour fêter ses 10 ans. Et allez savoir pourquoi, je me suis dit qu'il était peut-être temps de lui redonner sa chance, de retourner voir ce que j'avais peut-être manqué à l'époque. Parce qu'en réalité, le cinéma et les émotions qu'il nous procure sont intimement liés à la personne que nous sommes. Et en 10 ans de vie, il est aisé d'affirmer que ma vision du monde, comme celle du 7e art, a très largement changé et s'est ouverte à de nouveaux horizons. Alors, un autre soir pluvieux d'octobre, je me suis rendu seul dans une salle obscure, à peine peuplée de quelques âmes à la rencontre de Mommy. Et cette fois-ci, la magie a opéré, l'étincelle de lumière piégée dans ce minuscule cadre au milieu de cet immense écran est parvenue à allumer quelque chose en moi. Finalement, ça n'était pas seulement le format de l'image qui comptait, mais bien l'histoire que celui-ci racontait. Au moment où Mommy nous offre son récit, il nous montre d'abord des personnages qui étouffent à l'intérieur de ce minuscule carré d'images dont ils essayent désespérément de s'échapper. Mommy nous balance à la figure des émotions brutes de ces 3 personnages principaux incarnés jusqu'au bout des ongles par des comédiens devenus invisibles. Diane, Steve et Kayla sont prisonniers de leurs conditions et assoiffés d'une vie après laquelle ils courent maladroitement. La leçon que j'en tire, en plus des quelques larmes que j'ai laissées sur mon siège, c'est que le cinéma nous éduque, nous apprend à regarder le monde autour de nous. Mais aussi qu'il nous montre parfois, un peu plus que d'autres, un étonnant et puissant reflet de la réalité des relations humaines. À 23 ans, je n'étais sans doute pas encore prêt à recevoir ce coup de poing dans la gueule et à comprendre la nécessité de l'oxygène apporté par les quelques minutes infimes qui sortent l'image de son carcan et l'élargissent jusqu'au bord de nos écrans. La vérité, c'est que j'aurais voulu qu'il respire encore longtemps, parce que je crois qu'il le méritait. Mais vous savez quoi ? Je suis comme Diane, rempli d'espoir. Et au fond de moi, je crois que Steve, Kayla et Diane s'en sortiront. Du moins, je suis certain que c'est pas les premiers qui abandonneront. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries? Tu me veux, je suis là. Bonjour à tous et bienvenue Bonjour. dans ce nouvel épisode. Salut Bastien. Salut Guillaume. Comment ça va mon cher Bastien ?
Bien écoute, comme je te le disais avant que tu commences à enregistrer ton édito et que tu lances l'enregistrement de notre épisode, je suis prêt à faire ce film que personne n'attendait dans notre podcast. Voilà. Surtout pas moi. Surtout pas toi. Bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Mommy de Xavier Dolan. C'est la première fois qu'on évoque ce réalisateur. J'espère la dernière. Non, je rigole, j'arrête. Non, on aura l'occasion d'en reparler assez largement. C'est un film qui est sorti le 8 octobre 2014 en France, qui dure 139 minutes. Wow. Et qui, je ne sais pas si tu sais ça, a un budget de 4,9 millions de dollars, donc un budget ridicule à l'échelle du cinéma moderne, pour un box-office mondial qui a dépassé les 13 millions de dollars. 4,9 millions de dollars. Absolument, c'est un vrai petit budget. C'est un petit budget, mais au vu du résultat, je les ai pas trop vus. Hein. Non, mais sans troller, très honnêtement, je pensais pas qu'il avait. Ouais, peut-être. Bon, après, tu me diras avec l'inflation. L'inflation, ma bonne dame. Là, voilà, tout ça. Mais non, mais ok, putain, 4,9, ça me paraît énorme pour ce que j'ai vu. Mais vas-y, on va en parler de toute façon. On va avoir l'occasion d'y revenir. Donc, je l'ai dit, il dure un petit peu plus de quasiment 2h20. Au casting, on retrouve Anne Dorval qui incarne le personnage de Diane, Antoine-Olivier Pilon qui incarne Steve et Suzanne Clément qui incarne Kayla. On retrouve également Patrick Huard, Alexandre Goyette. Alors, au niveau du casting, j'ai un petit peu regardé ce qui se faisait, même si je le fais de manière moins développée que tu as l'habitude de le faire dans tes épisodes. Et moi, j'avoue que je suis assez surpris de voir que Anne Dorval, notamment, en fait, elle n'a pas une carrière incroyable. En tout cas, c'est pas des comédiens qu'on a énormément vus au cinéma, que ce soit avant ou après ces films-là. Alors, Anne Dorval, on les a pas vus chez nous, en tout cas. Voilà, on les a assez peu vus à l'international, ce qui est pour moi une vraie surprise en réalité, parce que on va y venir assez vite, mais je trouve que le film, de par sa proposition, de par sa construction, est quand même extrêmement centré sur le jeu des acteurs, et qu'il me semble difficile de dire que ces acteurs ne jouent pas bien dans ce film-là, qu'on aime ou pas le résultat. Et c'est vrai que j'ai été assez surpris, notamment pour l'interprète de Steve, qui a été un petit peu vu comme une révélation. Le film est sorti il y a plus de 10 ans maintenant, et depuis, finalement, on peut pas dire que c'est un acteur qu'on a revu de manière très importante sur nos écrans, en tout cas. Non, la plupart de ces films, je les connais pas, non, effectivement. Alors, vous dire que ce film a reçu quelques récompenses. Là aussi, j'ai été assez étonné en allant voir ça. J'avais le souvenir que le film avait pas mal fait parler à l'époque. Je me souviens notamment du Festival de Cannes. Il a remporté le prix du jury du Festival de Cannes. Et à sa première diffusion, il a reçu une standing ovation qui a duré très longtemps. Faut quand même rappeler, Xavier Dolan, c'est un réalisateur qui a 36 ans, donc il en avait 24 à l'époque. Il était vraiment jeune. Oui, son premier film, il l'a fait à 19 ans, J'ai tué ma mère. Exactement. Et alors justement, c'est intéressant puisque Xavier Dolan a donné pas mal d'interviews en 10 ans, vous vous en doutez. Et pour parler un petit peu de sa filmographie, il a expliqué que quand il a fait le film dont tu viens de parler, c'était un petit peu une vengeance par rapport à ce qu'il avait, vécu lui vis-à-vis de sa mère et de la relation qu'il avait avec elle. Il y avait quelque chose un petit peu d'accuser sa mère à travers le cinéma. Et finalement, quand il a fait Mommy, il a expliqué que c'était un peu l'inverse. Il avait voulu venger sa mère du premier film, entre guillemets, qu'il lui avait fait subir. Et je trouve que le message marche très bien parce que le film a vraiment est très maternel et porté sur l'amour maternel. Et voilà. Si vous pouviez voir sa tête. Non, mais c'est pas ça. Mais je veux dire, le rapport à sa propre mère, c'est un peu une obsession chez lui quand tu regardes sa filmo, si je peux me permettre. Ça, je suis d'accord. Le rapport à la mère, il y a des psys, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher que 4,9 millions. Mais enfin bon. Mais bon, après c'est bien, c'est thérapeutique pour lui et ça fait qu'il crée des choses. Et je pense que c'est thérapeutique, très honnêtement. Je pense que je vois pas ce que ça peut être d'autre. C'est vraiment un réalisateur qui est impliqué émotionnellement et personnellement dans ses projets, ça on peut pas lui. À savoir que Xavier Dolan est la voix québécoise de Ron Weasley dans les films Harry Potter. Exactement. Voilà. Je suis désolé, il fallait que je le dise parce que je viens de le voir et ça m'a. Je savais ça, c'est assez drôle. C'est également Taylor Lautner dans la saga Twilight. C'est un loup-garou. Il a fait plein de choses, Xavier. Pas garou, pardon. Donc, prix du jury au Festival de Cannes. Il a reçu le meilleur film étranger au César en 2015 et il a reçu pas mal de prix au Canada, meilleur film et plusieurs prix au Canadian Screen Awards en 2015. Et moi, j'ai été persuadé, dans un souvenir déformé, qu'il avait été sélectionné pour le meilleur film étranger aux Oscars. Et en fait, non, il était dans la pré-liste et il s'est fait sortir, donc il n'était pas dans la liste finale des Oscars. Et j'avoue que je suis très surpris parce que je trouve que c'est un genre de film
qui correspond parfaitement aux critères des Oscars modernes, où on a tendance souvent à récompenser des films originaux, au moins du point de vue de la forme. Et du coup, il n'était pas du tout sélectionné. Et en fait, il a eu très peu de prix internationaux, à l'exception de la France. On a parlé de Cannes et des Césars. Sinon, dans le reste du monde, il n'a pas eu un retentissement énorme, et ça fait un peu écho à son box-office mondial, qui est que de 13 millions. Alors, ce qui est très bien au regard de son budget initial, mais qui n'est pas non plus énorme. Et je le disais dans mon édito un peu en rigolant, mais c'est vrai, moi, quand je suis retourné le voir au cinéma en 2024, on pas grand monde dans la salle, quoi. Bah ouais, franchement, on devait être une quinzaine de personnes, quoi. Donc, finalement, ce film n'a pas l'impact que il me semblait avoir laissé. Quelques petites infos sur la production. Le tournage a été rapide, ça a duré 30 jours. Ils sont souvent rapides, ces tournages. Tu regardes le dernier film de Gaspard Ulliel, avec Gaspard Ulliel, donc, qui est un des films de Dolan. C'est juste la fin du monde, si je te dis pas de conneries. Il a tourné 10 jours, je crois. Bah voilà. Et ça, effectivement, c'est intéressant que tu le dises, parce que ça explique aussi sa manière et son approche du cinéma. Il a quand même tendance à faire des trucs très intimes, Xavier Dolan, c'est un peu sa logique. Et du coup, on tourne dans très peu d'endroits différents et sur une période très ramassée. Et il y a un peu cette idée de tout le monde vit ensemble pendant ces 30 jours pour créer une espèce d'émulsion. Et là, on l'a dit, c'est un film avec très très peu de personnages. Donc ils ont vraiment vécu 30 jours assez intenses pendant cette période-là, à tourner pas mal de choses. Et de ce que j'ai pu en lire à droite à gauche, même si évidemment le film était écrit, il y a eu pas mal de choses qui ont été tournées un peu sur le vif, c'est-à-dire on va aller faire des plans de ça, on va aller shooter des trucs qui n'étaient pas forcément prévus, qui sont venus un petit peu habiller l'ensemble. Et je trouve que ça aussi, ça correspond vraiment à la grammaire du cinéma de Dolan. Oui, après, il a un cinéma très minutieux. Justement, les gens disent souvent qu'il peut être très étouffant sur les tournages. En plus, tu l'as dit, c'est des tournages très courts. Ouais. Là, en l'occurrence, il y a peu d'acteurs. Mais du coup, au-delà de ça, il est très minutieux, très étouffant, très... il veut quelque chose et il continuera tant qu'il l'aura. Donc, voilà. C'est le personnage, quoi. C'est le personnage. Alors évidemment, j'en ai parlé dans l'édito, mais on va devoir en parler. La grande particularité de ce film, c'est son ratio, puisque le film est en 1/1. Alors pour vous situer, c'est vraiment un carré, c'est-à-dire que c'est même pas du 4/3 comme on a connu longtemps à la télévision. On est vraiment sur du 1/1, donc un cadre extrêmement resserré, ce qui donne une sensation vraiment étrange au cinéma, parce que ça occupe 1/3 de l'écran, littéralement, l'image. Et ça, c'était une volonté, et je l'ai moi aussi ressenti comme ça, d'enfermer les personnages. Il y a vraiment une idée que ces personnages-là vivent dans une espèce de boîte minuscule de laquelle ils n'arrivent pas à sortir malgré toute leur bonne volonté. Et le film va donc se permettre à 2 moments de changer de format. Et il va même diégétiquement quasiment intégrer ce changement de format, notamment sur une scène dont on parlera tout à l'heure. Et ça, forcément, ça a beaucoup fait réagir à l'époque. Et moi, le premier, je l'ai dit, la première fois, ça m'a vraiment posé un problème. Je te demanderai ton avis tout à l'heure, même si je le devine. Mais voilà, vraiment, moi, la première fois, ça m'a empêché de profiter du film. Mais en le revoyant, je comprends vraiment le choix qui est le sien, mais j'entends aussi que ça soit un choix très contestable. Enfin, je suis pas sûr que c'était absolument indispensable pour raconter ce qu'il voulait, mais en même temps, ça fait partie intégrante de ce qui fait la différence de ce film par rapport aux autres. Enfin, dernier petit point quand même intéressant, c'est donc le personnage de Anne Dorval qui s'appelle Diane. Il faut savoir que ce rôle a été écrit pour elle, donc ce qui est assez dingue quand on remet à l'époque, il a 24 ans, il est très jeune, il n'a pas encore une carrière incroyable, et c'est pour elle qu'il a écrit ce film-là, et donc elle avait accepté qu'il écrive un film pour elle sans savoir exactement de quoi il s'agissait, et je trouve ça plutôt intéressant. Ça en dit long aussi sur la relation qu'il a avec les comédiens. Après je dirais même que ça en dit long sur la relation qu'il a avec ses acteurs et ses actrices en l'occurrence, puisque il y a beaucoup d'acteurs, que ce soit sur les 3 principaux, ils ont tous tourné dans les films de Dolan. Et quand je dis les films, c'est tous. Tu regardes Anne Dorval, elle était présente dès J'ai tué ma mère, elle l'a retrouvée pour Les Amours imaginaires, Mommy, Mathias et Maxime, Laurence Anyways aussi, elle a joué. Donc sur tous les films de Dolan, elle en a fait plus de la moitié, quoi. Exactement. Et c'est pareil, je crois, pour la personne qui joue, l'actrice qui joue Kayla. Donc il a une relation forte avec ses forte avec ses acteurs, et puis les acteurs reviennent, donc c'est que
C'est qu'a priori, il s'y plaise dans ce cinéma. Il s'y plaise aussi dans son cinéma. Et puis, non, mais c'est intéressant. Ça fait un peu un côté famille, en fait, qui fonctionne dans ce genre de film, de toute façon. Exactement. Quoi qu'on en pense. Alors, la tradition de cet épisode veut que je te demande ce que tu en attendais et ce que tu en as pensé. Mais je vais me permettre... Je savais qu'il y avait un mais. Je vais me permettre une petite... nuance. Un petit changement. Et en fait, je vais commencer à le faire pour une raison simple, c'est que quand j'ai revu le film, je l'ai revu hier, et en réalité, je n'avais qu'une seule attente, c'est de savoir ce que tu en avais pensé. Parce que moi, j'ai vraiment changé d'avis en 10 ans sur ce film, mais en le revoyant hier, je savais que j'allais aimer ce film, puisque 2024, c'était il y a 1 an et demi, donc quand je l'ai revu, vraiment, ça a marché sur moi, et je savais hier, j'avais pas de surprise quant à savoir est-ce que j'allais aimer ou pas ce film-là. Mais par contre, en revoyant le film hier et en sortant de mon visionnage, j'étais très partagé sur est-ce que tu allais aimer ou pas ce film-là. Je me doutais qu'il y avait des choses qui ne te plairaient pas, mais malgré tout, j'avoue que, et je suis curieux, je vais te donner la parole, je n'arrive pas à savoir si quand même il y a des choses qui t'ont plu dans l'histoire, dans notamment le jeu des comédiens. Et est-ce que finalement cette histoire t'a eu, ou vraiment est-ce que t'es resté hermétique ? La pression. J'aime bien te mettre en... Alors... Guillaume, je vous remercie de me donner la parole. J'ai l'impression d'être Jean-Jacques Bourdin. Voilà, donc... les yeux dans les yeux. Auditrice, auditeur, l'heure est grave. Nous allons parler de Mommy, de Xavier Dolan. Est-ce que vous avez un compte en Suisse ? Non, mais j'ai un contentieux avec le film. Merci, monsieur. Non, voilà, elle était facile. Non, en plus, j'aurais dû dire j'ai un contentieux avec le réalisateur, même si je ne le connais pas personnellement. Avant de te répondre et de vous donner mon avis, je vais quand même reparler un petit peu du réalisateur. Mais vas-y. Pour contextualiser un peu mon approche du film quand tu m'as convaincu de le regarder. Moi, Dolan, j'ai vu un seul film de lui. Ouais. C'était pour un cours de critique que je ne suivais même pas à l'époque, qui était donc le film Tom à la ferme. Et je n'avais pas du tout aimé, voilà. Et faut savoir que Dolan, comme on l'a dit, a commencé très jeune, a été élevé dans le spectacle. Sa maman, dont il est très proche, je crois pas qu'elle soit décédée, pardon. En tout cas, il a grandi dans le milieu du spectacle puisqu'il a été costumière, toutes ces choses-là. C'est un peu le Alexandre Astier québécois. Et du coup... je l'avais pas vu venir. Ouais, moi non plus. Mais c'est le problème quand t'es en roue libre. Donc du coup, non, mais le fait est que Dolan, moi, j'ai une image très antipathique du personnage. Encore plus que Astier, pour le coup, pour filer la métaphore. Moi, j'ai souvenir, tu l'as dit, il a fait beaucoup d'interviews en 10 ans de carrière, plus de 10 ans de carrière. C'est un personnage... mais c'est un mec imbu de lui-même. C'est un mec, quand il parle en interview, il te fait des films très portés sur l'émotion, sur les sentiments enfouis. Tu parlais du cadre du film Mommy, effectivement, au-delà d'enfermer les personnages, ils contiennent en fait leurs émotions dans une petite boîte, une boîte de Pandore presque. Et en fait, le truc, c'est que le mec, quand il parle, c'est l'inverse de ça, quoi. C'est un mec qui est conscient d'être un génie. Comme beaucoup de génies presque, j'ai envie de dire, mais voilà, moi c'est un mec que j'aime pas, et c'est un mec qui est extrêmement facile à détester en fait, donc du coup j'ai jamais voulu voir ses autres films, et pourtant je te parlais de Juste la fin du monde, ça me tentait. J'ai beaucoup parlé avec Maxime, il m'a beaucoup dit qu'il avait beaucoup aimé le film J'ai tué ma mère, même Laurence Anyways, des trucs comme ça, mais ah oui, c'est Xavier Dolan, mais non, jamais je ne regarderai ces films en fait, parce que voilà, Mommy, tu l'as dit aussi un peu, il n'a pas eu un retentissement énorme en termes de récompenses à l'international, surtout outre-Atlantique, mais en France, on en a beaucoup parlé à l'époque. Ouais, beaucoup. On en a quand même beaucoup parlé. Il y a eu un vrai effet Festival de Cannes. Ah oui, il y a eu un effet Festival de Cannes, c'est clair et net. Donc voilà, moi, les attentes, je vais quand même parler un peu de mes attentes. J'avais aucune attente particulière parce que moi, dans mon esprit, vous pouvez le supposer un peu étriqué quand même aussi, par justement l'image que j'avais du type. En fait, je me rends compte que je fonctionne beaucoup à l'affectif, même avec des personnalités, et que je ne connais donc pas. Ça n'a aucun sens. Mais voilà, le fait est que c'est comme ça que je fonctionne. Donc j'y suis allé complètement à reculons. Et puis moi, l'image que j'avais du film avant de le regarder, c'était vraiment une image je pense, qui est proche de ce que tu as dû ressentir en sortant de la salle en 2014. C'est-à-dire, c'était pour moi de la branlette intellectuelle, sans l'avoir vu, pour dire, c'est une expression que j'avais pas utilisée depuis longtemps. Retour à la fac représente. Donc voilà, mais le fait est que, tu l'as aussi dit dans ton édito, les films qu'on voit ou que l'on revoit
notre avis change. Les films, eux, n'évoluent pas, ne changent pas, mais notre rapport à eux change. Je ne sais pas si je pense que je l'aurais vachement plus détruit en 2014. Je pense que voilà. J'ai pas été complètement hermétique, mais il y a quand même une grosse partie du film où je me suis dit putain, mais ça ne me touche absolument pas. Oh là 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 là, il y a plusieurs moments, je me dis mais ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Vraiment, je n'en ai absolument rien à faire. Maintenant, sur le format, le sentiment d'étouffement, le sentiment d'asphyxie presque fonctionne énormément. Intégrer diégétiquement le changement de ratio, là pour moi c'est dire putain mais regardez un peu ce que je suis capable de faire dans une grotte de nez. Oh là là, je suis tellement meilleur. Oh voilà, donc moi je trouve vraiment que c'est qu'on filme les épisodes. Donc vraiment moi je trouve qu'il y a un côté je me la pète qui transpire du film, mais d'une manière presque écœurante à certains moments. En termes d'histoire, le film, même si ça ne m'a pas trop parlé, vous l'aurez compris, je trouve que ça marche quand même beaucoup. Voilà, oui, c'est un peu paradoxal, mais c'est le cas. La faute, j'allais dire, mais non, grâce aux acteurs, Anne Dorval notamment, qui est absolument incroyable. Même le jeune qui joue Steve est très très fort. Et tous les acteurs, en même temps, il y en a tellement peu, sont très très bons, quoi. Je veux dire, ça marche très bien. On n'évite pas le petit côté Hitchcockien de Dolan avec sa petite apparition à la fin, parce que c'est un film de Xavier Dolan, donc il faut quand même qu'il apparaisse à un moment donné, hein, et oui, il représente. Qu'est-ce que j'ai retenu de positif de ce film quand même ? Parce qu'il y en a quand même un peu. Donc les acteurs jouent très bien, l'histoire fonctionne aussi également beaucoup. Je trouve qu'en termes de mise en scène, il n'y a pas grand-chose, c'est une histoire de montage. C'est juste une histoire de montage, c'est-à-dire que je trouve que la mise en scène reste relativement faible, relativement facile, quand tu es un génie comme Xavier Dolan. Mais tout repose sur ce ratio, sur ce format d'image qui enferme les personnages, qui asphyxie le spectateur avec eux, qui nous plonge au milieu de leur au milieu de leur histoire et de leurs angoisses. De leurs angoisses et j'allais dire de leurs conflits. C'est ça le mot que je cherchais. Au milieu de leurs conflits. Et donc du coup, ça marche vraiment très bien. Je trouve le film 1000 fois trop long. Pour ça, j'ai très peu aimé la fin. Je pense que tu t'en doutais. C'est-à-dire que, bon, on y reviendra quand on fera le résumé détaillé, machin. Je vais pas trop spoiler en avance non plus. Mais voilà, donc pour répondre à ta question, Guillaume, autre question, j'ai plus apprécié que ce que j'aurais apprécié en 2014. Voilà, je pense que ma vie étant ce qu'elle est aujourd'hui, et étant ce qu'elle était en 2014, je n'aurais pas vu le film avec les mêmes yeux, avec la même maturité aussi, j'ose le dire. Mais c'est quand même... Putain, c'est quand même du cinéma que j'ai du mal à encaisser. Aussi, pourquoi ? Parce que, je l'ai dit, j'ai fait une fac de ciné-théâtre et... Putain, mais le nombre de suceurs de Xavier Dolan, je suis désolé, mais j'en pouvais plus. Non, mais vraiment, faut arrêter. Et en fait, ce qui m'avait gavé, et c'est pour ça que je trouvais le mec très antipathique et que je me sentais complètement, même plus qu'hermétique, que je ne voulais pas voir son cinéma, c'est qu'il y avait ce côté, le mec a popé à 19 piges et tout le monde s'est mis à ses pieds. S'est prosterné devant le génie du mec. Et le mec le disait lui-même presque en interview, tu vois, d'une certaine manière. Et du coup, mais je me dis, mais c'est pas possible. Le mec a fait 3 films. En fait, moi, dans mon idée, aujourd'hui, si je devais faire un comparatif, je pense que on a un peu les mêmes appréhensions, alors un niveau différent, mais toi, je rattache ça beaucoup à ça. Je pense que tu approches le cinéma de Dolan comme tu approches celui de Dupieux. C'est-à-dire que c'est des réalisateurs... il m'a sorti Dupieux. Tu veux que je m'énerve ou pas ? Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est des réalisateurs qui ont vraiment des styles très particuliers. Et il y a une espèce de... Et là, je te rejoins, et moi, c'est un truc qui m'agace aussi.
parce que j'aime pas cette idée que le cinéma, qui par essence est un peu original, un peu particulier, est forcément excellent et forcément meilleur que le cinéma mainstream. Ça, moi, je lutterais de toutes mes forces, et je sais que toi aussi contre ça, cette culture que le mainstream, c'est vraiment pour les gens qui comprennent pas le cinéma. Oui, clairement. Ça, c'est un truc qui m'agace. Et c'est vrai que Dolan, il participe lui-même à ça, parce qu'effectivement, en interview, il se prend très au sérieux. En même temps, quelque part, il met en pratique ce qu'on dit de lui. Et c'est quelque part, comme tu dis, c'est un mec qui a un talent, on peut pas lui enlever son talent de cinéaste. Je lui enlève pas. Et je touche personne pour le faire. Il l'assume et il le porte et il le revendique très largement. Et c'est vrai que c'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que je savais que tu n'avais pas très envie de le faire au départ. Pour être très franc, on peut le dire, depuis la saison 1, on en parle. Depuis la saison 1, tu veux qu'on le fasse. Moi, j'avais envie de le faire, un peu aussi dans cette logique qu'on parle de pas mal de réalisateurs différents. Et voilà, là, on est arrivé à un moment où on essaye d'élargir aussi. Mais c'est vrai que je comprends ce que tu dis, et je sais qu'à l'époque de ta fac de cinéma, on en parlait beaucoup. Et voilà, cette idée qu'il y a des gens qui sont ces espèces de totems, ils sont intouchables, tout ce qu'ils font, c'est forcément bien, et si on n'aime pas, c'est qu'on comprend pas. Ça m'agace. Ah oui, bien sûr. Je te rejoins totalement. Et encore, pour ce qui est de Dupieux, pour fermer la parenthèse à ce niveau-là, c'est que Dupieux, c'est encore pire, parce que Dolan, ça reste du cinéma quand même très, très terre à terre, pardon, oui. qui parle. J'ai pas l'impression qu'il y ait dans sa filmographie de films complètement what the fuck sur lesquels tu comprends rien. Non, mais alors, moi j'en ai vu deux du coup, donc je me permettrai pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des films qui peuvent, qui décrivent des situations relativement humaines finalement, et qui peuvent se passer. Là où Dupieux, c'est encore un autre pas. Niveau, ouais. C'est de l'abstrait, c'est ubuesque même, tu vois. Donc voilà. Mais Dupieux, putain, oui, non, faut pas me parler de Dupieux. Non, on va pas en parler tout de suite dans le podcast. Non, mais je sais très bien qu'on fera un film, parce que tu vas forcément me dire, ça serait bien qu'on fasse un film de Dupieux. Et moi, je vais te dire, oh non, Guillaume, tu sais que j'aime pas. Pour le coup, j'en ai vu. Moi, je suis pas très client. J'en ai vu 3. J'ai pas trouvé ça très mauvais ni très bon. Oui. Mais je suis pas sûr que j'aurais un milliard de choses à dire dessus. Mais blague à part, je pense qu'on devrait en faire un juste pour le délire. Et puis en plus, je sais lequel je voudrais faire. J'en ai vu qu'un seul. J'ai vu que Réalité. Et si on fait Réalité un jour, ou même si on fait un film de Dupieux, je garderai l'anecdote de Réalité pour cet épisode, parce que c'est un truc qui m'avait rendu ouf. Mais voilà, vraiment d'une manière. Une anecdote. L'anecdote est pas folle, mais punaise. Voilà, bref. Donc non, pour terminer, je vais juste terminer vite fait, conclure. Ça fait quand même 25 minutes que je parle. mais oui, non, j'y suis vraiment allé reculons, encore une fois. Je pense vraiment avoir plus apprécié le film que ce que j'aurais pu l'apprécier à l'époque. Voilà. Mais putain, la patte Dolan, elle est là, et les mêmes qui le portaient au nu à la fac, ça me frustre en fait, parce que c'était les mêmes qui ne juraient que par la nouvelle vague. Vous voyez bien, je veux dire, le cinéma 7e art, avec un grand C, n'est-ce pas? Voilà, et moi j'en pouvais plus, franchement, j'en pouvais plus. Donc c'est pour ça que vraiment, Dolan, malgré tout, reste attaché dans mon esprit, il est vraiment attaché à cette image de ces gens-là que je combattais. Non, je les combattais pas, mais j'avais envie de leur sortir la tête de leur nombril, en l'occurrence. Mais voilà, le film est bien, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà. Bon, toi, tu l'as un peu dit du coup dans ce que t'en as pensé, dans ton édito, etc. Donc écoute, si t'as envie de rajouter quelque chose, j'écoute. En fait, moi, je vais pas t'en parler du fait de l'avoir revu hier, parce que hier... je l'ai vu ce matin, donc... voilà, mais en l'occurrence, moi, je savais, parce que je l'avais vu il y a un an, grosso modo, un petit peu plus d'1 an. Mais vraiment, quand je l'ai revu au cinéma, j'y suis allé... en étant convaincu qu'à l'époque, j'étais vraiment passé à côté de quelque chose. Et pourtant, vraiment, c'est un film, j'exagère pas, hein, je me souviens très bien, la personne avec qui j'étais quand je suis sorti de la séance à l'époque, je pense qu'elle se souvient que j'étais... vraiment, je dis, c'est pas du cinéma, ça m'avait vraiment agacé, ce truc de... C'est pas du tout ce que j'attendais du cinéma à l'époque. Et quand je l'ai revu, avec 10 ans de plus et avec pas du tout le même état d'esprit, en fait, je savais pas vraiment si ça allait me plaire. Et je me souviens que les premières minutes, le ratio d'image est quand même très perturbant dans une salle, surtout dans une salle de cinéma. Oui, je pense dans une salle de cinéma, ça doit être un peu chelou. C'est vraiment étrange d'avoir. Parce que là, à la télé, j'ai trouvé ça assez lambda, quoi. Et ben, au cinéma, ça fait vraiment un drôle d'effet, parce que les écrans sont immenses. Bien sûr. Vraiment un truc tout petit au milieu. Mais en fait, je trouve que le jeu des acteurs est tellement bon dans ce film que, en fait, tu peux pas passer à côté de ça, et que ça prend le pas sur le reste. Et à partir du moment où tu
comprends et tu mets en rapport la thématique du film, la manière dont les acteurs jouent, moi je trouve que dans la mise en scène, pour le coup, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. On en parlera, et je trouve que c'est finalement un truc qui est assez réussi dans le film, c'est que dans un cadre aussi petit, on ait autant de valeurs de plans différentes. En fait, c'est pas un film qui joue que sur les gros plans du tout, alors que ce cadre-là pourrait amener à ça. Il y a quand même des choses un peu différentes, et je trouve que la lumière du film est vraiment réussie. Et ça, c'est pas forcément quelque chose que j'avais vu la première fois, où je m'étais braqué un peu vite. Et vraiment, quand je l'ai revu, ça m'a eu vraiment premier degré. Et waouh, je trouve que c'est un très 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 bon film parce que les acteurs sont vraiment incroyables. Moi, je trouve que Anne Dorval, elle est exceptionnelle. Ah oui, elle joue très très franchement. Et le film, donc, il n'a pas été redoublé en français, il est en canadien, il parle un français canadien, il est sous-titré. Parce qu'ils ont. On dit canadien, québécois, je sais pas. Québécois, pardon. Ouais. Il est sous-titré parce que ils ont une manière de parler, de prononcer qui est pas toujours claire. En plus, il y a des mots anglais, les expressions. Exactement. Et puis ils mêlent les deux, donc. Mais je trouve que ça aussi, ça joue, ça apporte quelque chose. C'est-à-dire que ça renforce le côté. C'est un film ultra réaliste en fait. Moi, c'est ça que j'ai aimé. C'est-à-dire que à aucun moment, et c'est ce que j'ai voulu dire aussi dans l'édito, à aucun moment tu vois des comédiens. Moi, il y a vraiment, quand je l'ai revu, très vite, moi je suis sorti de là, pour moi ces gens ils existent quoi. Il y a un côté où je trouve vraiment que le film, c'est sa grande force, c'est qu'il est ancré tellement dans le réel, et c'est ce qui m'avait un peu déplu la première fois, parce que c'est pas du tout ce que je cherchais au cinéma il y a 10 ans. Et aujourd'hui, on a complètement inversé nos façons de penser en fait. Parce que c'est ça. Moi, tu vois, quand j'étais à la fac, on nous a tellement bassiné avec ce genre de film justement réel et compagnie, comme tu dis, que du coup, c'est après que je me suis rendu compte qu'en fait, ma façon de voir les films et les séries avait complètement changé. Je veux dire, j'étais capable de reconnaître, je suis capable de reconnaître ce que j'estime être un chef-d'œuvre d'un gros nanar, d'une grosse bouse, mais le fait est que ouais, non, là je te rejoins sur le côté, les acteurs sont tous fous et t'as pas tant l'impression de voir des acteurs que ça, puisqu'ils sont vraiment, le film, ils apportent cette dimension là au film, mais en même temps c'est un film qui repose sur ça, tu vois ce que je veux dire. Et en fait je trouve ça paradoxal, parce que à côté de ça il te balance l'effet du cinéma numéro 1, le montage. Tu vois ce que je veux dire, c'est à dire que le film, pour moi, t'aurais pas eu ce sentiment là sans le montage et le format de l'image. Oui, peut-être pas autant. Tu vois ce que je veux dire. Mais en même temps, c'est ce qui fait que ça marche. C'est-à-dire que sur tous les points de ce qu'il a voulu faire, ça fonctionne. Ouais, mais du coup, je trouve que oui. Mais je trouve que ça contredit un peu les deux, de dire ça, tu vois. Les deux se contredisent dans mon esprit. Moi, j'ai le sentiment qu'au contraire, ça se complète en fait. Il y a voilà. Bon. On va rentrer un peu dans l'histoire. Ouais, bien sûr. Non, mais attends, je voulais pas te montrer, c'est juste pour rebondir. Donc, le film se passe au Canada au courant des années 2015. Et en fait, on nous expose au début, il y a quelques cartons au départ, qui nous expliquent qu'une loi, la loi S14, vient d'être mise en place dans l'État. Et en gros, cette loi, elle permet aux parents de se défaire légalement de leurs responsabilités parentales et en gros d'abandonner leurs enfants au service public quand ils sont dans des situations où ils n'arrivent pas à les gérer. Donc ça, c'est la toile de fond qu'on nous pose au départ, et c'est un truc qui va revenir à plusieurs moments du film, mais le film se pose sur ce contexte-là. Et donc on va découvrir le personnage de Diane Després, qui est surnommée Dai par son entourage. C'est une veuve d'une 50aine d'années, donc elle vit dans une petite maison de banlieue, et elle va être obligée de récupérer la garde de son fils, un adolescent qui s'appelle Steve, parce que celui-ci va se faire expulser du centre dans lequel il est, parce qu'il a mis le feu dans une cantine, et qu'il a créé des dommages importants, notamment un gamin qui va se retrouver à l'hôpital avec des brûlures. Voilà. Et donc du coup, il se fait expulser de ce centre, et on lui dit vous allez devoir récupérer votre fils. Et à partir de là, donc elle va se retrouver à devoir vivre avec lui, et on va découvrir tout un tas de problématiques. Donc je l'ai dit, elle est veuve, elle a des gros problèmes financiers, on comprend qu'elle a du mal à gagner sa vie, et surtout on comprend que son fils est
très très compliqué à gérer. Il est TDAH, c'est dit plusieurs fois dans le film, mais avec des tendances violentes très très fortes. Et assez rapidement dans le film, on va nous montrer ça, que c'est un gamin qui est totalement instable, c'est un ado qui est instable, qui a beaucoup de mal à se gérer. Et donc elle va devoir s'occuper de lui en même temps que gérer le reste de sa vie, ce qui semble assez vite... leur vie même, on peut dire. Et de gérer leur vie, ce qui semble assez vite incompatible. Et donc assez rapidement au début du film, on se rend compte que l'argent va vite être un problème, parce que elle va se faire renvoyer de son boulot. Parce que en fait elle est toujours en retard, et notamment ce jour-là parce qu'elle a un accident de voiture au début, je suis passé vite là-dessus, mais donc elle a plus de voiture, donc elle doit prendre les transports, enfin toutes les choses tournent un peu mal pour elle, et donc elle va se retrouver assez vite un petit peu en difficulté à chercher un boulot sans trop oser dire aux gens qu'elle côtoie qu'elle est dans une difficulté financière importante. Là aussi on joue un peu là-dessus sur le sentiment de honte quand on est un peu en difficulté de pas trop le dire. Et lui, en fait, il va essayer, entre guillemets, avec sa manière de l'aider. Et donc, un jour, il va revenir à la maison avec un immense caddie de course dont elle soupçonne qu'il les a volés, évidemment, puisqu'il n'a pas de moyens. Et il lui offre un cahier de course et un collier sur lequel est écrit Mommy. C'est le titre du film, ça. Voilà, c'est bien fait. C'est beau. C'est un joli totem qu'on va retrouver tout au long du film, jusque dans le dernier acte. Jusque sur l'affiche, d'ailleurs. Exactement. Et donc, il va lui ramener ça. Et elle, persuadée qu'il l'a volé, va commencer à dire non, mais là, tu vas me dire où tu l'as volé, tu vas le ramener. Et là, on va avoir droit à la première scène dans laquelle il va vriller, parce que lui, il comprend pas qu'elle refuse son aide. Et lui, il dit qu'il n'a pas volé le truc. Alors, dans le film, comme beaucoup de choses, et ça c'est un truc sur lequel à mon avis il y aura sujet à débat, il y a plein de choses qu'on nous dit sans nous expliquer. C'est un parti pris, on va parler de Kayla assez vite et ça va être le cas, mais en tout cas les choses vont exploser, vont dégénérer, et là il va y avoir une première scène de violence où lui va étouffer sa mère, il est pas loin de l'étrangler, de la tuer. Il est en train de l'étrangler, ouais, carrément. Elle va se défendre une première fois avec un cadre, puis elle va lui faire tomber un meuble dessus, donc il va se blesser. Et là, moi je trouve que c'est un premier élément qui est fort, notamment dans la réal, c'est que, et le cadre renforce ça, il y a un côté où elle est prise au piège. Il y a vraiment ce truc de, en fait physiquement elle peut pas se défendre contre lui, c'est compliqué parce qu'il est quand même assez, on va dire, bien bâti par rapport à elle. Et ça... Là, clairement, on rentre, et je trouve que c'est la force, encore une fois, des comédiens, dans un sentiment de chaos. C'est-à-dire que d'un coup, on passe de tout va bien à tout explose. Et je suis passé assez vite au départ, mais c'est vrai que lui, quand il sort, il retrouve un peu ce truc de liberté. Il y a des séquences où on le voit faire du longboard, commencer à discuter avec d'autres jeunes du quartier dans lequel ils vivent, etc. Et en fait, d'un coup, on passe de ce gamin qui est très lumineux dans son visage et tout, à une noirceur absolue. Et d'un seul coup, le monde s'effondre. Et donc, il va y avoir cette espèce de lutte entre eux, de bagarre presque. Elle va s'enfermer dans une pièce, et finalement, quand elle va ressortir, elle va découvrir que sa voisine, Diane, que on a... Qui s'appelle Kyle. Kayla, pardon, excuse-moi. Que sa voisine est là, et elle est en train de soigner les blessures au genou notamment, ou à la jambe. Oui, en fait, il s'est coupé au niveau de la cuisse, je crois. Exactement, de son fils. Et donc, on va découvrir ce personnage qui est un personnage vraiment particulier, puisque on comprend très vite qu'elle a beaucoup de mal à parler, qu'elle bégaye un petit peu, elle a l'air pas du tout à l'aise, cette femme-là. Et quand on va nous la présenter tout au long du film, on voit qu'elle a l'air d'avoir une relation assez étrange avec sa famille, quand même. Et donc, pour la remercier, Diane décide de venir lui offrir lui apporter une bouteille de vin et lui proposer de venir passer la soirée pour dîner tous ensemble. Donc, elle propose à son mari, en l'occurrence, puisque c'est lui qui répond quand elle va sonner à la porte. Donc, elle leur demande de venir tous les trois. Et finalement, Kayla va venir seule et ils vont passer une soirée tous les trois. Et on va s'arrêter quand même 2 secondes là-dessus, parce que c'est une des scènes les plus connues du film, puisqu'ils vont manger ensemble. Puis au fur et à mesure de la soirée, on voit que Kayla, qui est quand même vraiment... elle a l'air d'être gênée de vivre, cette personne. Enfin, vraiment, respirer a l'air de lui poser problème. Et dans cette scène, elle va se dérider un petit peu au fur et à mesure. Et il va y avoir toute une séquence où ils vont se mettre à chanter sur du Céline Dion. Chanter et danser, ouais. Exactement. Et on va découvrir que Steve, il adore danser. Ça fait partie de ces trucs. Et d'ailleurs, avant de danser, on voit que quand il revient dans la pièce principale, il s'est changé, il s'est maquillé un petit peu. Et il va danser avec sa mère et avec Kayla, et il va se mettre à chanter. Et donc, en fait, à partir de là, on va se retrouver non pas avec un duo, mais avec un trio de personnages. Parce que Kayla va faire partie intégrante de ça. Et dans cette soirée, on apprend qu'elle est en arrêt, en congé sabbatique, parce qu'elle a des problèmes de santé, notamment elle a du mal à parler. Mais qu'elle était prof aussi. Enseignante, exactement. Et donc, Kayla va être sollicitée par Diane, qui va lui dire, voilà, est-ce que tu voudrais bien
donner cours à mon fils, ça me permettrait moi d'essayer de retrouver du boulot et de retrouver une vie un peu stable. Oui, parce que Diane était partie pour faire les cours à la maison à Steve. Absolument. Elle-même, mais elle se rend compte qu'elle a aucune compétence pour. C'est ça, on la voit, elle essaye à un moment d'apprendre sur des livres, enfin, c'est un enfer. Et puis surtout, son fils, il n'est pas scolarisable. On parle vraiment d'un gamin qui était dans un centre pour les gens qui avaient des troubles psychiatriques importants. Oui, bah, il a une hyperactivité. Hein, exactement, si il est TDAH, donc il est. Enfin, on voit bien que c'est un élève. Et puis on nous dit aussi qu'il a un problème d'attachement aussi. Exactement. Il a une relation assez particulière avec sa mère, si peu. On peut dire malsaine, clairement, à certains moments. Donc Kayla... notamment à cette scène de danse-là, il commence à la tripoter, à lui mettre la main sur les seins. Bon, ça n'a pas l'air de la gêner plus que ça. Exactement. Elle l'enlève en rigolant, mais moi, c'est le genre de truc où j'étais en mode... Ouais, non, mais du coup, on part sur quoi là ? Non, mais c'est vrai que c'est assez étrange et il y aura une autre séquence un peu plus loin. Mais c'est vrai que la relation entre les personnages est assez étrange et le personnage de Diane, on sent bien qu'elle marche un peu sur des œufs dans tout ce qu'elle fait. C'est-à-dire que chaque mot, cette fameuse première confrontation entre eux fait que tout le reste du film, on voit qu'elle fait toujours très attention à ce qu'elle dit, comment elle le dit, comment elle réagit. Et à la fois, elle fait preuve de beaucoup d'autorité avec lui. Et à la fois, à des moments, on a l'impression qu'elle l'entraîne presque dans son délire, quoi. Et du coup, ça renforce ce climat très instable qu'il y a entre ces trois personnages qui, individuellement, n'ont pas l'air de tenir très bien la route, mais qui, à trois, réussissent bon an, mal an à avancer. Donc, à partir de là, Kayla va venir à la maison donner des cours. Et le premier cours va très mal se passer, parce qu'évidemment, lui, il veut pas bosser, il veut danser, machin. Et à un moment donné, il va avoir là aussi envers elle un comportement inadéquat, il va lui toucher la poitrine et il va lui arracher un collier. Et là, Kayla, elle va péter les plombs et elle va lui sauter dessus, le mettre à terre. Et vraiment, moi je trouve que cette scène, elle est incroyable parce qu'elle est vraiment à 2 cm de son visage et elle a la rage en fait. Et elle le maltraite et elle lui dit mais c'est ça que t'aimes. Elle le menace en fait. Exactement. Et lui, il reste pétrifié. Et on voit vraiment, là aussi, je reviens au jeu des acteurs, mais la comédienne qui joue Kayla, quand elle se redresse, elle est vraiment dans un état de nerfs. C'est très perceptible à l'image, quoi. Et d'un seul coup, elle se rend compte qu'en fait, il a tellement eu peur qu'il s'est pissé dessus. Et lui, il se met à pleurer dans un coin et elle se rend compte qu'elle est allée vraiment trop loin. Encore une fois, c'est comme une adulte, elle l'a menacé de le tuer quasiment. Et donc, ils vont rester... lui, il va aller se cacher un peu dans son coin. Et puis finalement, il va... Au bout de quelques temps, on n'a pas vraiment la notion du temps, mais on imagine au bout de quelques heures, il va retourner la voir dans sa chambre et lui dire qu'il est désolé pour son comportement. Et à nouveau, il redevient totalement calme et presque... C'est un agneau, quoi. Et ça va sceller un peu la relation qu'il va avoir avec Kayla. Et il va lui demander de lui-même, est-ce que tu veux bien continuer de me faire cours ? Parce qu'en fait, j'aime bien apprendre des trucs avec toi et je veux rester avec toi. Et surtout, il a conscience, lui, qu'en faisant ça, il sait que sa mère va pouvoir travailler. Et à partir de là, on va rentrer dans une phase un peu plus cool parce que va s'installer le fait elle va trouver un job. Elle va pouvoir. Je crois que c'est à ce moment-là qu'elle commence à faire. En fait, elle a demandé à Kayla de venir faire cours à la maison aussi parce qu'elle avait contacté une ancienne amie et qu'elle lui a demandé une avance sur la traduction qu'elle doit faire d'un livre pour enfants. Exactement. Et puis elle va faire un peu de ménage aussi. Et puis, alors c'est pas tout de suite. C'est un peu après. Oui, t'as raison. Un peu après. Mais quoique non, c'est pas à ce moment-là. Mais oui, bref. En tout cas, on sait que c'est pour ça parce que comme Kayla va accepter, du coup, elle va avoir le temps de faire ça. Et effectivement, comme tu dis, ils sont dans une phase beaucoup plus ascendante. Exactement. Au point de changer le format du film. Voilà, et donc il y a cette fameuse séquence, et là on va en parler parce que c'est quand même une séquence importante où on les voit tous les trois, genre ils font du vélo, je crois, et lui il fait de la trottinette ou il est... Du longboard, effectivement, et donc il y a plein de plans, il y a beaucoup de plans en ralenti dans ce film, il y a des effets de mise en scène encore une fois, et il y a un moment donné où lui va mettre ses mains devant la caméra et va élargir l'image, et ce qui va faire que l'image va passer en format 16/10. Et ça, vraiment, je comprends, et moi encore aujourd'hui, autant je trouve intéressant l'idée que le cadre s'élargisse, autant je trouve que ça, c'est un peu grossier dans la manière de faire, même si je suis obligé de dire que, en fait, quand tu prends le film dans son ensemble, c'est un moment vertueux, et donc d'un coup, les personnages sont plus libres. Oui, puis juste avant qu'il fasse ça, que Steve élargisse le cadre de l'image littéralement, il avait déjà les bras un peu en croix, en mode putain, ça fait du bien de voler de ses propres ailes, pour filer la métaphore. Et d'être libre. Du coup, libre. il fait ça, et en fait, c'est au moment où il fait une espèce de brasse, donc ça reste
diégétiquement correct, compréhensible. Oui, tout à fait. Maintenant, c'est vrai que l'intégrer comme ça, voilà, c'est osé, on va dire. C'est osé, oui. Voilà. Et donc du coup on va suivre toute cette séquence où là le cadre de l'image est plus grand et on est sur beaucoup de plans en extérieur, c'est très lumineux, il y a alors que le film se passe essentiellement en intérieur, il y a beaucoup de scènes à l'intérieur des maisons, donc le film prend une autre dimension et finalement on va se retrouver assez vite quelques temps plus tard. Donc on a le sentiment que la situation va mieux, il apprend, on voit, c'est montré en filigrane, il travaille avec elle bosse, donc la vie commence à ressembler un petit peu à quelque chose. Ouais, alors en fait je me permets juste une petite nuance, c'est que moi c'est comme ça que je l'ai vu, c'est qu'en fait tout ce moment-là où le cadre s'élargit, en fait c'est sur une seule après-midi. Hein. Oui. Parce que c'est-à-dire qu'en fait on a l'impression effectivement avec le montage, on le voit faire des cours, on le voit faire ci, on le voit faire ça, on a l'impression que ça dure très longtemps, mais au final... ça a l'air d'être sur peut-être une journée, fait, jusqu'à ce qu'il y ait ce moment où ils mangent ensemble le soir. Parce que juste après qu'il ait élargi le cadre, tu l'as dit, on est dans la rue, machin, et lui, il est avec le caddie de course en pleine rue, les deux sont sur un vélo, les suivent derrière. Et c'est après qu'on les voit en train de préparer le repas avec ce qu'ils ont... Exactement. Mais alors, t'as raison, ça se passe sur une journée, mais pour moi, il y a un peu l'idée que, ça y est, on s'est remis dans le droit chemin. Oui, bien sûr. Il y a un truc où ça redémarre. C'est vrai. Mais je trouve que c'est important de préciser que c'est sur une seule journée, justement, pour ce que tu vas dire là. D'ailleurs, le film, on sait pas trop... C'est difficile de savoir sur combien de temps s'étale le film. On n'a pas trop d'indications temporelles. Moi, j'ai l'impression qu'il s'étale sur très peu de temps. J'ai l'impression que c'est sur limite... sur quelques jours. Ouais, quelques jours, j'allais dire, ouais. Mais ça, c'est un truc qui est difficilement mesurable. On a assez peu d'éléments, en fait. Parce qu'en fait, ce qui va nous donner un petit peu d'informations, c'est ce qui va suivre. Il s'étale sur 30 jours. Sur 30 jours 30 jours de tournage. Oui. Il est con. Non, on va avoir un petit élément, c'est que donc le soir, il se retrouve pour dîner. Et là, on sonne à la porte et c'est un huissier qui vient lui apporter un courrier dans lequel elle apprend que le fameux gamin de la cantine, Kevin Julien, donc il a des séquelles importantes et il demande $250,000 pour payer les opérations et compagnie, et pour préjudice corporel et moral, quoi. Et donc elle, sa réaction, ça va être de cacher la lettre, de pas en parler pour laisser cette fameuse journée qui va bien. Et à partir de là, on va rentrer dans une période un peu plus compliquée. Et ça va permettre d'introduire un autre personnage qu'on avait vu un tout petit peu avant, qui est un de ses voisins, qui s'appelle Paul, qui est avocat. Et donc, on sent bien que lui, il a très envie de sortir avec Diane. Oui, alors j'allais dire, je sais pas si tu vas le dire un peu plus tard, mais au moment où elle est servie, comme ils disent, you've been served, quand on lui donne cette assignation, elle la cache, et en fait, au partir du moment où elle referme la porte, qu'elle est en train de lire, en fait, t'as les gros plans sur les différents mots, les montants qu'elle doit et compagnie, et c'est à ce moment-là que le cadre commence à rétrécir. T'as raison, oui, je l'avais en tête, mais je l'ai pas dit. En fait, il rétrécit, mais imperceptiblement, jusqu'à une fondue au noir. Je suis d'accord, et en plus, je me suis fait la réflexion parce que cette scène-là, elle est de nuit, et donc il y a une partie de l'image qui est entièrement noire, on voit pas, et du coup, ça renforce le fait qu'on se rend pas compte que le cadre réduit, là où quand il s'élargit, c'est très visible. Donc elle va aller demander de l'aide à Paul, sauf que clairement lui son intention c'est clairement pas tant de les aider que de se rapprocher de Diane, et lui donc elle va lui dire écoute il faut qu'il nous aide, donc elle va demander à son fils de faire un effort parce que lui pour le coup, et c'est ça qui est assez intéressant chez ce personnage, c'est qu'il est extrêmement lucide. Lui, il a très bien compris que le mec, il voulait juste coucher avec sa mère. Et lui, il supporte pas ça. Pour lui, sa mère, il faut pas s'en approcher. Ils ont une altercation un peu plus tôt dans le film avec un chauffeur de taxi qui a insulté sa mère. Là, il devient raciste. Enfin, il hurle sur le chauffeur. Donc, sa mère, il faut pas y toucher. Mais malgré tout, elle lui dit, écoute, là, il faut qu'on fasse un effort. Et donc, il leur propose d'aller faire une soirée. Donc d'aller dans un resto. Alors déjà ça commence très mal parce que dans le resto il dit je comprends, moi emmener dans un resto un peu nul, c'était le resto préféré de mon père, grosse ambiance, et ensuite il décide de les emmener au karaoké. Un très bel endroit pour parler justice, hein. Exactement, et clairement il esquive le sujet, non mais on va pas en parler devant ton fils machin, et finalement pendant ce karaoké on voit que Steve lui la pression monte au fur et à mesure et il va décider. Et ça, j'avoue que c'est un truc qui reste un peu obscur pour moi, d'aller chanter au karaoké Vivo Parley, qui n'est pas une chanson aussi connue qu'elle l'est en Europe, là-bas vraisemblablement. Et il va se mettre à chanter avec une des nanas qui travaille dans le bar, hein, enfin qui gère la musique. Et clairement, pendant qu'il va se mettre à chanter, de manière très mauvaise, Dieu sait que je chante faux, mais je pense que je chante à peu près aussi faux que lui, ou il chante aussi faux que moi en tout cas. Vivo Parley, il veut dire je vis pour elle. Oui, ah oui, ok. Et c'est pour ça qu'elle se retourne. Oui, non, mais... Je pense que c'est parce que tu l'as pas dit, mais en même temps c'est du détail, on essaye de faire un résumé plutôt rapide, même si là c'est vrai qu'on prend un peu le temps quand même. C'est-à-dire que plus tôt dans le film, donc on nous dit qu'au-delà
danser, il est fan de musique. Oui, bien sûr. Et notamment d'une compile, qui est un des derniers souvenirs de son père, puisqu'il leur avait fait une compile des chansons sur lesquelles qu'ils écoutaient le plus. Ouais. Et donc notamment, il y a cette chanson de Céline Dion plutôt dans le film. Et je me demande s'il n'y a pas Vivo Perley dessus, parce qu'on voit un peu les titres, mais j'ai pas fait pause. Et Vivo Perley, en fait, au moment où il commence à la chanter, à l'entonner, t'as le Paul qui dit à Diane notre Steve international il commence à chanter, et en fait elle entend les notes à ce moment-là et elle se retourne et elle le voit, et lui il la regarde et elle le ziote, et puis en fait elle se retourne. Et c'est là que la pression commence à monter pour lui. Exactement. Parce qu'en plus il se fait emmerder, mais tu vas y revenir. Mais non, mais tu peux le dire, effectivement. Il se fait emmerder par des glandules. Voilà, il y a des gens qui sont à une table de billard et qui se moquent ouvertement de lui, qui l'insultent de PD, qui gros se moquent du fait qu'il chante très mal, qu'il ait choisi une chanson pas très virile, dirons-nous. Et en tout cas, voilà. Et on voit, il y a des plans, là pour le coup ça manque un peu de subtilité, des gros plans sur son poing serré, voilà, où on sent qu'il monte en pression, et d'un seul coup il va péter les plombs. Et il va s'en prendre à un mec qui clairement est en train d'emmerder une nana, c'est-à-dire il essaye de l'embrasser un peu de force. C'est le même mec qui était venu le provoquer. D'ailleurs. Exactement. Et là, il va lui sauter dessus, attraper une bouteille et le menacer. Avec le tesson. Tesson. Ouais. Tesson de bouteille. Et donc il va lui mettre le truc sous la gorge, quoi, carrément. Et finalement, ils vont se faire évacuer du bar. Et à la sortie du bar, il va y avoir une grosse engueulade entre lui, Paul et sa mère, parce que Paul va lui dire: te rends compte de ce que t'as fait, comment tu parles à ta mère, machin. Et Paul va mettre une gifle à Steve, et Diane va mettre une gifle à Paul, et l'autre va péter le plomb, dit: démerdez-vous, en gros vous êtes des ploucs, je vais pas m'occuper de vos problèmes. Donc, sacré bon compagnon que ce Paul. Ouais, non, clairement lui il a pas ce qu'il veut, donc il fait un peu la gueule. Et donc on va proposer le chalet en 3 jours. Exactement, c'est vrai qu'il avait proposé d'aller dans un chalet en 3 jours. Et finalement, on va les retrouver juste après, donc ils sont quand même dans une situation compliquée parce qu'ils savent que ça va être difficile de gérer ce qui les attend. Et on les retrouve en train de faire des courses dans un supermarché avec Kayla, Diane et Steve. Et on sent que Steve, il est vraiment pas bien. On voit bien que c'est compliqué. Ils savent, voilà, qu'il a bien conscience malgré tout. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a des problèmes, mais il est conscient de la réalité de la situation. Et finalement, il va essayer de se suicider dans le supermarché. Mais il va survivre grâce à l'arrivée des secours, et je vais m'arrêter là avant qu'on aille sur la fin. Oui, c'est même pire que ça. On va dire des secours. Ouais. Voilà, il sort du magasin et puis. Non, mais c'est moi qui tortille du. L'épisode est un peu long, mais c'est pas très grave. C'est quoi les scènes malgré tout que tu retiens dans cette première partie? C'est compliqué de pas retenir autre chose que la scène du changement de cadre, du changement du ratio. Très honnêtement, c'est la scène la plus marquante, c'est la scène sur laquelle la promo du film a été faite. Si je dis pas de conneries, mais tout le monde parlait que de ça, moi, quand le film est sorti. Oui. Donc oui, c'est ça pour moi la scène la plus marquante. Moi, je sais que j'ai beaucoup aimé la première scène où justement on est toujours dans ce cadre 1-1, très resserré, et en fait on le voit faire du longboard. Ouais, moi aussi. Et en fait j'ai beaucoup aimé cette chanson parce que la musique qui est utilisée derrière n'est pas du tout celle que lui écoute. Mais je suis d'accord avec toi. Et pour le coup, j'ai dit putain, c'est pas si souvent que quand un personnage met son casque pour écouter une musique que toi t'écoutes pas en tant que spectateur la même musique que le personnage. J'ai pas l'impression que ce soit si souvent. D'accord. Et du coup, j'ai trouvé que l'effet fonctionnait mais à merveille, je dois l'admettre. Et donc pour moi c'est peut-être pas la scène que j'ai préférée. Le film étant tellement crédible et réel, c'est difficile de préférer une scène avec des personnages aussi tristes, aussi torturés. Mais cette scène-là, oui, après évidemment, la scène du changement de cadre est malgré tout fait son effet. Oui, c'est un peu en mode regardez qu'est-ce que je suis capable de faire quand même avec une caméra et puis des logiciels de montage, mais quand même ça fonctionne, je peux pas le nier, ça marche bien. Et c'est cette scène-là que tu retiens à la fin. Donc c'est que le coup est réussi. Même si, je trouve que c'est se regarder le nombril, il y a quand même ce côté, oui, putain, en même temps, personne ne l'a fait. Donc, en tout cas, assez récemment, quoi, tu vois. C'est rare. C'est rare. Donc moi, de mon côté, ce que je retiens, c'est ça. Après, à ce moment-là du film... J'ai beaucoup aimé la scène du bar aussi, parce que Vivo Perley, je disais, ça veut dire je vis pour elle, machin. Mais la musique, quand tu traduis toutes les paroles, je me suis permis de regarder là. Effectivement, ça parle d'une rencontre amoureuse, on suppose. Ouais, mais bien sûr. Vu la relation qu'il a avec sa mère, oui. Ça marche complètement.
tu vois. Et donc, du coup, je trouve que la scène fonctionne très bien jusqu'à ce moment où effectivement Paul pète un câble et sa mère le protège. Mais elle le protège parce qu'elle lui fout une baffe, Paul, mais après elle engueule quand même son fils. Et quand elle se retourne, il est plus là parce qu'au moment où elle se retourne, elle dit bon, c'est pas grave, on va trouver une autre solution. Et voilà. Et moi, j'ai trouvé. Oui, j'aime beaucoup les personnages de ce film quand même. Voilà, je vais être honnête, j'aime beaucoup les personnages de ce film. J'ai beaucoup de mal avec le côté justement où on te met un truc aussi crédible et réel et en même temps tout repose sur le côté factice et fabriqué d'un film. Mais parce que j'entends que les deux s'accordent pour créer ce que toi en tant que spectateur tu ressens, mais je trouve que tu vois le fait d'élargir puis de remettre le cadre en 1 puis de le réélargir à la fin puis de remettre machin, je sais pas, j'ai un côté, c'est peut-être moi qui suis pas encore assez je sais pas mature, mais j'ai peut-être encore tout simplement trop cette frustration de petit étudiant qui aimait bien les films d'action et les films mainstream et qui comprenait pas que tout le monde crache dessus quand tu fais des études de cinéma. Peut-être un peu, mais ouais, voilà, c'est un peu ce que je retiens du film à ce moment-là. Et toi, du coup Moi, je retiens 2 scènes que je préfère à celle de l'élargissement du cadre, pour le coup. C'est la scène sur Céline Dion. Moi, j'adore cette scène. Je trouve qu'elle est vraiment réussie. Je trouve qu'elle raconte un truc et dans le montage, je trouve qu'elle est vraiment bien foutue. On l'a pas dit, mais c'est vrai que la BO du film est très bien. Elle est bien utilisée. J'allais parler de la scène dont tu as parlé sur le longboard, et je trouve que moi j'aime bien l'esthétique, et effectivement ça m'a tiqué tout de suite qu'il n'écoutait pas la même musique que ce qu'on avait, et je trouve que ça marche très bien. Et après, moi je retiens la scène où Kayla se retourne contre lui. Parce que je trouve que vraiment Kayla prend une épaisseur incroyable à ce moment-là, et voilà, la comédienne elle est enragée. Et j'ai adoré cette comédienne. On parle beaucoup de Diane, mais j'ai adoré la comédienne qui joue Kayla. Elle est excellente, et vraiment d'un seul coup, son visage se déforme par la colère, on sent qu'elle est dépassée. Presque quand elle est proche de lui, elle bave quasiment, tellement on dirait vraiment un chien enragé. Oui, elle montre les crocs, elle a vraiment les dents de sorte. Exactement. Et lui, c'est ce qu'on voit, quoi. Immobile complet. Et finalement, c'est un des seuls moments où, en fait, c'est le seul moment du film où quelqu'un arrive par le même prisme que lui, à le dépasser. C'est-à-dire que c'est le seul personnage qui, quand il est en colère, est plus fort que lui. Oui, mais c'est aussi, je pense que ça marque aussi un moment de rupture avec ce qu'il ressentait pour Diane, pour Kayla, parce que oui, tout à fait. On l'a pas trop dit, mais au moment où Diane sort du placard dans lequel elle était cachée après l'avoir blessée après sa première crise, et qu'elle voit Kayla en train de faire ça, elle se justifie un peu. C'est pas qu'elle se justifie, mais elle lui sous-entend plusieurs fois. Enfin, c'est moi sa mère, quand même. Oui, non, mais totalement. Tu vois ce que je veux dire ? Et lui, pour le coup, prend pas ça tellement comme ça. Non. Et il se permet. En fait, il s'est dit, c'est une seconde mère un peu. Et à ce moment-là du film, il comprend, non, c'est pas ma mère. Moi, je le vois comme ça. Non, mais oui, il y a de ça. Et puis, quelque part, le fait qu'elle lui tienne tête. Le fait qu'il lui touche les seins, c'est ce qu'il a voulu faire à sa mère. Sa mère l'a renvoyé, on verra, c'est bon, fais pas le con. Et tu vois, quand il fait ça, moi, c'est pour ça que je vois un peu ça. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et puis, ça marque aussi le fait qu'il a affaire à un personnage qui va se défendre et qui va pas avoir peur de lui. Qui est pas aussi faible qu'elle le laisse paraître. Exactement. Et donc, je pense que quelque part, elle gagne aussi son respect à ce moment-là. Ah bah c'est complètement ça. Et c'est ce qui va renforcer leur lien. Bon, on va arriver à la fin, la dernière partie du film. Donc, après sa tentative de suicide, là aussi, on ne sait pas exactement combien de temps après, mais on retrouve à nouveau Steve en train de travailler avec Kayla dans leur maison. Et Diane rentre et elle a une voiture. Elle a récupéré la voiture. Et là, vraiment, je crois que c'est une autre voiture parce qu'elle dit qu'elle a les sièges chauffants qu'elle n'avait pas avant et tout. Donc pour moi, c'est pas le même modèle. Hein. Ah, bah pour moi, c'est le même modèle parce qu'elle a pas d'argent pour s'acheter une nouvelle bagnole. Bah, il me semble que c'est un peu ça. Moi, j'ai compris qu'elle avait réussi à acheter une voiture après avec l'avance qu'elle avait. C'est là qu'on voit les scènes du ménage. Ouais, les scènes de ménage et avec l'avance qu'elle avait. Bon, peu importe. En tout cas, elle a une voiture. Elle revient avec une voiture. Donc lui, il monte dedans. Il est tout excité d'avoir une voiture, quoi. Et on voit qu'il décide d'aller passer une journée, de partir à la plage, au bord de la mer, on ne sait pas trop où. Et là, de nouveau, on va avoir une séquence avec le cadre élargi, qui va s'élargir au moment où on voit le plan zénithal sur la voiture. Et on va les voir arriver, jouer ensemble. Et là, on va avoir toute une séquence un peu étrange
où en fait onirique, exactement, où on voit la projection de la vie de Steve à travers les yeux de Diane, et donc on voit Steve qui grandit, qui change totalement physiquement, qui devient Xavier Dolan, du coup, puisque c'est lui qui va l'incarner. On la voit quand elle lui présente sa compagne, puis on les voit à leur mariage, puis on la voit elle devenir grand-mère, etc. Donc en fait, on va nous montrer comment est-ce que la vie va évoluer. Et pourrait évoluer. Mais au moment où c'est fait, moi, si je suis très honnête, la deuxième fois que j'ai vu le film, parce que je me souvenais pas du tout de ça quand je l'ai revu au cinéma. Et la première fois, je me dis que beaucoup de spectateurs doivent se dire, en fait, ça nous montre qu'ils ont réussi et que ça va marcher, quoi. Et finalement, dans la manière dont c'est réalisé, il y a beaucoup de plans très flous, on a du mal, il y a vraiment ce sentiment d'être dans un rêve un peu étrange où, comme tu l'as dit, c'est très onirique, où c'est pas vraiment palpable, et donc on va se rendre compte que finalement c'est pas la réalité, et ils prennent la route pour rentrer, et à un moment donné on voit dans la voiture Steve, il est à moitié endormi sur le siège passager, et on voit bien que Diane, elle est perturbée, que Kayla aussi, il y a une ambiance un peu étrange dans la voiture. Et à un moment, elle va dire qu'elle a besoin de s'arrêter pour aller aux toilettes, et elle va sortir de la route. Elle le prévient, je vais m'arrêter là. Et finalement, on comprend à ce moment-là que elle va le déposer dans un hôpital et qu'elle va activer la fameuse loi... Un hôpital psychiatrique. Exactement, la fameuse loi S14. Et lui va le comprendre avant que les mecs arrivent jusqu'à la voiture. Donc il va essayer de s'échapper. Ça va très mal se passer parce qu'il est extrêmement violent, donc il se défend, il va finir tasé et complètement amorphe sur le sol, avec Diane qui finalement ne veut plus, et elle est obligée de le faire, elle a signé le document, donc elle finit par accepter ça. Elle a 24 heures de rétractation, je crois. Ouais, d'ailleurs ils lui disent revenez dans 24 heures si vous avez changé d'avis. Bon, ça marche pas comme ça, normalement elle a 24 heures pour changer. Elle pourrait très bien changer d'avis tout de suite. J'ai pas trop compris non plus. Je trouve c'est un peu idiot, mais bon, soit. Donc finalement, je trouve que cette scène elle est très réussie, parce que vraiment il y a de la détresse chez Diane, et je trouve que Kayla, là aussi on retrouve un personnage qui sait absolument pas quoi faire, qui sait pas où se mettre, qui sait pas où se foutre, qui se sent responsable parce qu'elle a participé à ça, on comprend qu'elle était au courant, hein. Oui, en fait ça se voit, parce qu'avant même qu'ils prennent la route, on voit que Kayla c'est la seule qui est un peu en mode mais c'est un peu chelou là ce qu'on va faire, mais bon, ouais, et puis elle dit à son mari je vais rentrer ce soir mais j'aurai pas la tête à cuisiner, donc commande à manger, enfin voilà. Mais moi la scène, cette scène là où elle le dépose à l'hôpital psychiatrique, elle a bien fonctionné sur moi. Très honnêtement, là pour le coup, j'avais la gorge assez nouée, j'avais la gorge assez nouée, pardon. Et le fait est que alors attends, c'est à quel moment que je me suis dit putain, faudra que j'en parle quand on fera l'épisode. Je trouve qu'il y a un truc qui gâche tout et qui m'a complètement sorti du film. Mais c'est quoi ? Mais je sais plus. Ah merde. Mais il y a un moment donné dans la scène, parce que j'ai pensé à un truc, mais c'est pas ça qui m'a sorti du film, parce qu'à un moment donné comment il s'appelle, un des mecs qui sont en train d'essayer, des mecs de la sécu, des infirmiers, voilà, on va dire, qui essayent d'emmener Steve, dit à Diane Madame, laissez-nous faire notre travail, d'accord ? Ok ? Et en fait, ça m'a fait penser à une réplique de Jacouille dans Les Visiteurs 2. Pas de Jacouille, d'un des pompiers qu'il y a dans Les Visiteurs 2 qui fait Monsieur, laissez-nous faire notre travail, ok ? Alors là, franchement, voilà, le lien entre Les Visiteurs et ça... non, mais ce que je veux dire, c'est au-delà de la vanne, c'est pas ça qui m'a fait sortir de la scène. Il y a un moment donné, en fait, si, je sais ce que c'est. J'ai trouvé que c'était trop long, le retournement de comment on appelle ça ? De Diane. En fait, j'ai trouvé qu'on prenait trop de temps sur ça. Parce que je trouvais ça tellement plus fort qu'elle... alors évidemment qu'elle se dit non, en fait, je veux plus le faire, machin. C'est une réaction, je pense, j'imagine, totalement normale. Mais j'aurais aimé qu'on passe moins de temps sur elle et plus sur Steve. Parce qu'à ce moment-là, c'est Steve qui est important pour moi, de la manière dont je le vois. C'est plus que elle. Parce qu'elle, elle a décidé de le faire. Même si elle se dit non, en fait, c'était une connerie. Je l'entends. Je le conçois, mais complètement. Juste, j'étais vraiment pris dedans, justement, avec Steve qui criait maman, aide-moi, machin, tous ces trucs-là. Et ça me tirait le cœur, tu vois, vraiment, ça me prenait. Et à partir du moment où il y a vraiment le face-à-face entre Diane et l'autre mec, et que le mec la secoue un peu en mode c'est bon, vas-y, laisse-moi faire ce que je dois faire, machin, et que lui finit par se faire taser, ça m'a un petit peu gâché le moment. Mais c'est un ressenti qui est complètement personnel, hein. Mais moi, pour le coup, j'ai vraiment la vision inverse sur cette scène. Moi, je trouve que ce qui est important, c'est elle, parce que lui, on sait pourquoi il est là, on sait pourquoi elle l'amène. Le film nous a raconté qui il était. Et moi, je trouve que ce qui est intéressant, justement, c'est que elle a fait ce choix,
Et en fait, moi, j'ai pas le sentiment qu'elle regrette son choix de le laisser. Ce qui l'a fait vriller, c'est qu'elle voit son fils se faire tabasser. Oui, alors... Et du coup, moi, je trouve ça... Moi, j'ai vraiment... C'est ça qui m'a pris dans la scène. C'est pas tant lui, c'est elle. Même si je suis d'accord, le fait qu'il l'appelle, c'est Bien terrible. Moi aussi, ça m'arrache le cœur. Mais je trouve que sa réaction à elle, c'est encore plus important dans le film. Mais voilà, c'est... Alors moi, je suis... En plus, on arrive à la fin. Je sais que l'épisode est déjà un peu long, mais moi, juste pour clarifier, j'entends ce que tu dis et je le comprends aussi, mais je suis pas d'accord parce que je trouve que... Je sais pas, je trouve que c'est important à ce moment-là, justement, d'avoir le regard de Steve. Évidemment, Steve, il sait pourquoi elle le fait au fond de lui. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais là, c'est le sentiment d'abandon. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais tout à fait. Et moi, c'est pour ça que j'aurais trouvé ça plus intéressant qu'on reste du point de vue de Steve à ce moment-là. Ok. J'ai trouvé. Mais après, j'entends que c'est aussi très important, justement, parce que c'est elle qui fait ce choix. Donc, c'est aussi important de voir la ramification que ça a en elle à ce moment. Mais ce que je veux te dire, là où moi, ça ne marche pas, c'est que elle change d'avis au moment où elle voit son fils se faire un peu malmener. Mais en même temps, son fils, elle le connaît. Oui, mais bien sûr. Elle sait très bien que ça va pas bien se passer, sinon elle lui en aurait parlé. Oui, elle aurait pas eu besoin d'aller faire des rêves de tout va bien se passer. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais après... Non, mais je comprends. Et là, on va rentrer dans la toute fin du film. Et je le dis tout de suite, pour moi, c'est le seul point du film que j'aime pas. Moi, le plus raté. Non, mais j'aurais voulu que le film s'arrête sur la scène du parking. Moi, j'aurais voulu que le film s'arrête là. Parce que, en fait, elle le laisse. Et après, enfin voilà, moi ça m'aurait convenu et je trouve que le tout dernier segment il est pas très intéressant. D'abord parce que donc on va la revoir elle. Je te rejoins, je pense. On la voit elle en train de travailler. Il y a toute une séquence où elle est en train. Elle fait la fameuse traduction là pour laquelle elle a une avance qu'elle avait toujours pas faite quoi. Et elle reçoit un coup de téléphone qu'elle ne voit pas de Steve qui lui laisse un message. Et là par contre je trouve que la mise en scène est intéressante parce qu'il est filmé de très près. Et il y a un moment, un plan large, où on se rend compte qu'il est dans une camisole. Et c'est pas lui qui tient le téléphone. Et que c'est pas lui qui tient le téléphone, chose qu'on ne peut pas deviner pendant toute la première partie du message. Il lui laisse un message en expliquant qu'il est drogué complet et que voilà, et qu'il veut lui dire qu'il l'aime, qu'il lui en veut pas. Enfin, il y a un côté un peu rédemption dans son appel, si j'ose dire. Oui, ouais, c'est un peu ça. Mais il est complètement shooté. Et à la fin, d'ailleurs, ce qui le préoccupe, c'est de savoir s'il a été bien. Il demande plusieurs fois au mec qui lui répond pas, d'ailleurs. Et finalement, donc on a cette séquence-là, mais donc elle lui répond pas, on la voit pas non plus écouter le message, donc on sait pas comment elle réagit. C'est vraiment, ils sont chacun dans une bulle et la communication ne se fait plus entre eux à ce moment-là du film. Et puis on va la retrouver encore un peu plus tard. Elle est en train de faire du ménage sur son espèce de véranda là ou de terrasse. Et Kayla sonne à la porte. Elle vient la voir et elle lui dit voilà, écoute, je t'annonce que on s'en va, on déménage à Toronto et en fait on part à la fin de la semaine. Donc c'est assez brutal, sachant que le film nous a montré très très vite que elles ont plus l'air de beaucoup se parler toutes les deux depuis ce qui s'est passé, puisqu'il y a une scène où on la voit aller rentrer chez elle, Diane. Juste avant. Et, exactement. Et donc on voit qu'il n'y a plus vraiment de lien, quoi. Et donc elle y va et en fait la réaction de Diane, elle est très euphorique. Ah mais c'est incroyable, tu vas à Toronto, c'est un changement de fou. Et Kayla lui dit c'est fou, je m'attendais à tout sauf à ça comme réaction, quoi. Et elle a une phrase malheureuse parce qu'on sent qu'elle s'en veut de partir et de laisser Diane, et elle lui dit mais tu comprends, je peux pas abandonner ma famille. Et là évidemment elle se rend compte de la dimension et du mot qu'elle emploie, et ça donne lieu à une réplique, et c'est le seul truc qui sauve le segment de fin pour moi. C'est ce que je trouve être sans doute la meilleure réplique du film. Elle lui dit mais en fait on fait tout ce qu'on peut, enfin le mieux qu'on peut dans nos vies. Et moi, j'ai fait ça, je l'ai pas abandonné. Moi, je suis pleine d'espoir. Je suis sûr que c'est en faisant ça qu'il allait aller mieux. Et ça fait écho à la toute première scène du film quand elle va le récupérer, où la nana lui dit, la nana qui gère le centre duquel il est exclu, mais vous savez, il n'y a pas d'espoir pour lui. En fait. Elle lui dit qu'il n'y a pas d'espoir, puis elle lui dit la plus grande erreur que commettent les gens qui en aiment d'autres, c'est de penser qu'ils peuvent les sauver. Alors qu'en fait, vous pouvez pas, parce qu'au tout début du film, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais cette nana lui parle de cette fameuse loi S14. Et elle dit, jamais de la vie, je ferais ça. Et du coup, il y a un petit écho, et ça, pour le coup, je trouve que ça sauve la séquence.
Et après, ça se termine où on la voit dans sa chambre. Elle regarde Diane retourner dans sa maison. Kyla retourne dans sa maison. Décidément. Ça va bien Diane regarde Kyla retourner dans sa maison. Elle s'arrête au milieu de la route. Elle se retourne, elle lui sourit et l'autre c'est marrant. Moi, j'ai trouvé que la réplique sur l'espoir et tout faisait plus écho au moment onirique de fin de film, là, juste avant qu'elle le dépose à l'hôpital psychiatrique. Ok. Et je me suis dit, elle a l'espoir que cette vision se réalise. Alors oui, je l'ai plus vu comme ça. Je suis d'accord, mais du coup je trouve que ça. Mais j'avais un peu zappé le dialogue de début avec la personne dans le centre, donc. Mais effectivement, je pense que c'est ce à quoi elle aspire, c'est que ça finisse comme ça. Mais je trouve que du coup ça boucle un peu avec ce qu'on a vu au début. Je vais juste dire un truc pour clarifier la fin parce que je trouve que t'es passé dessus, c'est que justement ça se finit pas sur la scène dans la chambre, elle voit Kyla rentrer chez elle. Ça se finit sur Steve à l'hôpital psychiatrique qui se fait enlever sa camisole et qui court pour, on suppose, se tuer en sautant par la fenêtre. Mais on le voit jamais faire, ça s'arrête là-dessus et le générique démarre. Alors oui, moi je sais pas il court pour sauter ou s'il court pour s'enfuir. Je sais pas où il va, s'il va s'enfuir. Je sais pas. Et effectivement, moi ça du coup, je trouve que c'était pas très utile. C'est-à-dire en fait, le dernier segment du film, tu sais pas ce que le réal veut te raconter, en fait, veut te dire. C'est-à-dire qu'il veut pas contredire son message très pessimiste, mais en même temps il veut donner un peu d'espoir, mais en même temps non, la vie c'est pas que de l'espoir, à un moment donné les choses fonctionnent pas comme tu veux, et en même temps je vais pas au bout du truc pour quand même laisser un petit espoir au spectateur de se dire il a pas sauté, il est pas mort, tu vois. Moi je suis d'accord. Un peu mitigé sur la dernière partie. Je pense que ça aurait pu s'arrêter au moment de le déposer, ou peut-être même avec le message vocal, tu vois. Ouais, mais voilà, moi à la limite je me serais arrêté là, parce que le départ de Kyla il n'apporte pas grand chose en fait. Kyla en plus on n'a jamais trop su pourquoi elle était comme ça. On le suppose parce que juste après le moment de rage qu'elle a eu envers Steve, on la voit qui remet le collier qu'elle a eu, elle est dans sa chambre et on se rend compte qu'en fait elle a 2 enfants. Oui. Et on n'en voit toujours qu'un, donc on suppose qu'elle a perdu le premier, que c'est pour ça qu'elle était un petit garçon et c'est pour ça qu'elle se sent aussi proche de cette famille. Mais pour conclure, moi c'est ce que j'allais dire, c'est peut-être un des trucs que je reproche au film, c'est que, et on l'a dit déjà, on a donné un exemple tout à l'heure, mais tu viens de donner le deuxième, c'est que parfois le film il fait un choix de pas te donner d'explication du pourquoi, du comment. Et c'est vrai que Kyla, là en revoyant le film, j'ai vu comme toi la photo du gamin, donc tu devines ça, mais c'est jamais abordé. Et par exemple, moi je comprends pas, enfin j'aurais bien voulu qu'on nous explique un tout petit peu plus, qu'on nous montre un peu plus sa relation à elle avec sa famille. Tu vois, on voit bien qu'il y a une relation étrange, mais on nous montre pas ça du tout. Alors finalement, ça n'empêche pas du tout d'avoir un résultat exceptionnel, hein, et bien sûr. Ça nous laisse se raconter un peu notre propre histoire et c'est bien. Mais ouais, le film parfois fait ce choix-là de pas expliquer. Après, moi, tu vois, c'est le genre de truc qui m'énerve dans les films. Des fois, c'est justement ce côté où on t'explique pas. Alors, attention, je veux pas être pris par la main non plus. Non. Mais je trouve que là, pour le coup, ça marche bien, tu vois. J'allais même te dire que je trouvais que c'était un point fort du film pour le côté Kyla, justement. Le côté où je trouve que tu comprends très rapidement le pourquoi. On te dit à un moment donné, elle explique, elle dit voilà, j'ai quitté il y a tant de temps l'éducation parce que du coup je pouvais plus. Après, plus tard, 2-3 fois dans le film, t'as Diane qui essaye de lui dire mais tu faisais quoi avant, qu'est-ce qui s'est passé, machin, et elle répond pas. Non, jamais. Elle va sur un autre truc. Le seul moment tu vois le petit dans le cas de photo, machin, tu vois très bien qu'elle est presque fantomatique et qu'elle revit que chez Diane et Steve. J'ai trouvé que pour le coup ça marchait bien. Là où tu as raison, c'est que la mise en scène raconte bien son état. Ça, effectivement, et volontairement, on voit bien qu'elle veut jamais l'expliquer. Mais c'est un choix assez fort. En fait, c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude. Généralement, on nous explique un peu quand même beaucoup les choses. Et moi, j'ai eu ce truc de c'est dommage, on ne sait pas vraiment, quoi. On devine, mais on ne sait pas vraiment. Et pourquoi est-ce que sa relation avec son mari, elle est si difficile? Ouais. Mais en tout cas, quand tu as revu le film hier soir, toi, ça t'a fait le même effet que ton deuxième visionnage au ciné? Ouais, j'ai pleuré toute ma vie à la fin. C'était terrible. T'arrêtes de me dire des films qui sont pleurés comme ça? Non, mais moi, ça me plaît. C'est ce que j'aime ressentir devant un film. Mais je trouve que ça marche toujours aussi bien. Et j'étais vraiment content de le revoir. Et je me rappelais pas que la BO était... elle est pas extraordinaire, la BO, mais elle est très bien utilisée. Il n'y a pas beaucoup de scènes de musique, mais chaque fois je trouve que les scènes sont bien et la musique est bien. Notamment le moment onirique, le petit, c'est du piano, je crois. Oui, c'est une musique bien. de. C'est une musique qui est connue en plus. Oui, c'est une musique de. Ça va m'agacer. C'est pas Ludovico Einaudi. Je vais vous retrouver le nom, le temps qu'on fasse la conclusion. Mais oui, ça s'appelle Experience, cette musique. Le titre c'est ça, mais j'ai pas le nom de l'artiste, ça va me revenir. Mais voilà, donc on arrive à la fin après un épisode qui est très long. Ah ouais, oui, ça fait plus d'1h10 quand même. Oh là, oui, on vous a plus habitué là. Mais c'est ça, ça va pas du tout. Donc
J'imagine, oui, c'est bien Ludovic Einaudi. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire. Oh non, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. On espère que ça vous aura plu. Si vous ne l'avez pas vu, voyez quand même Mommy, c'est un truc à voir, même si c'est pour le détester. C'est quand même un objet de cinéma. J'adore le conseil. Non, mais c'est un objet de cinéma particulier quand même. C'est quand même un film. Oui. Voilà. Et vous aurez compris que moi, j'ai beaucoup aimé ce film-là et que je pense qu'il mérite d'être vu. Et que moi, je dis que vous pouvez le voir, mais je suis beaucoup moins enjoué que Guillaume. Comme à chaque fois. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. On dit pourquoi ou pas ? Normalement, ce sera pour Gone Girl. Voilà, on devrait parler de Gone Girl et donc de David Fincher. Et oui, ça faisait longtemps. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de lui. Donc merci à tous. Un jour, on parlera de Seven, t'en fais pas. Mais bien sûr. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Bastien. Merci Guillaume, et merci tout le monde. À la semaine prochaine. Ciao. Salut. Je reviendrai. Tu étais l'élu, c'était toi. Je vous emmène, je rentre à la maison. D'accord, faisons comme ça.